Merci, cher Monsieur le ministre Albert Agossou, compagnon de route, aujourd'hui porte-parole d'un courant qui se veut ensemble pour notre cause commune, afin que nous retrouvions les anciens, les présents et les futurs. Je le remercie d'avoir évoqué ce qui m'a fait entrer dans la salle avec une béquille. Ceux qui me connaissent, que j'aime bien être alerte, je vais, je viens. Mais le Seigneur m'a averti. Ça finira bientôt. Reviens quand même pour servir. Et je voudrais vous offrir ce mot de Martin Luther King qui dit « Nos vies commencent à prendre fin le jour où nous devenons silencieux à propos de choses qui comptent. » Comme le Seigneur m'a mis en sursis, mon silence serait un péché. Un péché de non-assistance à patrie en danger. Je ne veux pas commettre ce péché-là et je vous remercie de m'accompagner dans ce parcours de restitution et de résurrection nationale. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont dit « Mais qu'est-ce qu'il a encore à dire celui-là » Il n'a ni fief, ni parti actif, du moins c'est ce qu'on dit. Je les remercie parce que je suis demeuré un élève. Professeur, tout ça, c'est bien beau. On apprend tous les jours. Et je me suis souvenu en lisant ces choses-là, qu'est-ce qu'il a encore à dire, qu'est-ce qu'il fait, il va encombrer encore la galerie. J'ai eu un professeur extraordinaire qui s'appelait Alfred Sauvy. C'était un grand maître, professeur au Collège de France, démographe, universellement reconnu. Il a dit une chose que je voudrais vous laisser comme viatique. L'opinion publique est une force politique et cette force n'est prévue par aucune constitution. Vous êtes l'opinion publique. Je viens m'adresser à vous, à l'opinion publique, parce que l'élection d'un président de la République n'est pas seulement l'affaire des partis politiques, c'est incontournable, mais c'est aussi, heureusement, l'affaire de l'opinion publique. Et bien que n'y ait pas de fief, je fais partie et je m'adresse à l'opinion publique. Merci, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, chers amis, interpellés à de nombreuses reprises pour contribuer à apporter une réponse aux préoccupations citoyennes en cette veille du choix crucial qu'implique l'élection présidentielle, je prends enfin le risque de livrer les conclusions de mes réflexions personnelles. Elles ne sont pas immuables, mais elles sont sincères et respectueusement ouvertes à d'autres opinions. Je voudrais d'abord rappeler qu'à l'occasion des élections de mars 2011, devant consacrer le deuxième et dernier mandat du président Boniaï, j'ai dû, avec mes amis, tout le monde ne le sait pas, subordonner notre soutien à un certain nombre de recentrages. On n'était pas fiers de tout. On a voulu le dire et corriger. Je suis chrétien, je me confesse quand je suis un pécheur. Donc, on a voulu des recentrages compte tenu des malaises enregistrés par rapport aux repères que nous étions donnés à la conférence nationale des forces vives de février 1990. C'est dans cette logique qu'après la victoire de notre candidat,
fut proposé, souvenez-vous-en, l'organisation d'un forum national de vérité et de sursaut patriotique pour poser de nouveaux jalons et repartir du bon pied. Après avoir reçu toutes les assurances pour la tenue de cette rencontre, elle a été, en catastrophe, reportée sine die, pour des raisons non élucidées jusqu'à ce jour. Cette rencontre se proposait, fort justement, d'inventorier, d'analyser les dysfonctionnements de gouvernance au niveau de l'administration, du Parlement, du système judiciaire. D'inventorier et d'analyser les manquements à l'éthique et au comportement des citoyens et des responsables à divers niveaux. De répertorier les acquis à sauvegarder et à améliorer. Et enfin, d'arrêter les mesures correctives appropriées. 5 ans après, je constate avec amertume que ces préoccupations sont toujours d'actualité. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai dû renoncer à mes charges de médiateur de la République 1 an avant terme. Mais dans ma retraite, je n'ai pas manqué de me préoccuper de l'imbroglio qui pointait à l'horizon. À l'occasion d'une messe d'anniversaire de mariage célébrée le samedi 7 septembre 2013 à Porto Novo, j'ai pris sur moi la responsabilité de lancer le concept de la conscience en action, largement relayé depuis lors par le Centre panafricain de prospective sociale. Il s'agit de voir en nous-mêmes ce qui fait que depuis 1960, le Dahomey devenu le Bénin ne décolle pas vraiment. Malgré la brillante et enviée conférence nationale de février 90. Au lieu de jeter la pierre à autrui, cherchons d'abord à nous remettre en question et ainsi il nous sera aisé de constater que le mal n'est pas dans les étoiles. C'est une question de comportement qui renvoie à la mentalité, à la conscience. Celle-ci peut être vive ou émoussée, mais elle est là, partout. Conscience, dit Rousseau, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, guide assuré du bien et du mal. Mettre la conscience en action, c'est donc donner priorité à cette voix intérieure qui réside en chacun de nous, qui nous dicte le chemin à suivre en tout acte que nous posons, dans quelques circonstances que nous soyons, et que nous sommes souverainement libres d'écouter ou d'ignorer. Elle seule nous dicte le bon chemin qui nous met en paix avec nous-mêmes et avec les autres. La conscience en action permet à tous les Béninois, quels qu'ils soient, gouverneurs et gouvernés, nantis ou roturiers, de s'acquitter de leurs obligations civiques dans le sens du bien commun, afin que toute la patrie sorte gagnante avec la conscience en action. Moins de corruption, moins de détournement, moins de népotisme, moins de régionalisme, moins d'intérêts personnels à préserver aux dépens de l'intérêt général, mais la patrie et rien que la patrie à privilégier. C'est la construction accélérée du Bénin veillant sur les intérêts de tous ses fils, en les libérant notamment de ce que j'appelle les pièges dispendieux de la vanité sociale. Il se fait, hélas, que cette voix intérieure, en nous, n'est pas toujours écoutée, d'où les errements et les comportements inhibiteurs de développement à l'origine de notre stagnation.
voire de notre dérive. La conscience en action est donc une invite à une révolution du fort intérieur. Depuis quelques semaines, cette réflexion a été complétée par ce que j'ai appelé la nouvelle logique électorale, qui n'est rien d'autre que la conscience en action appliquée au contexte des élections. Cette nouvelle logique électorale marque une rupture radicale avec les pratiques actuelles liées à la prédominance d'un grégarisme régional irréfléchi et à l'asservissement par l'argent dont on ne se préoccupe jamais de l'origine. Alors ma logique prend appui sur 3 éléments essentiels. 1. Proposer des réponses adéquates aux problèmes concrets qu'affrontent les citoyens en les associant à cet exercice et montrer clairement la voie d'une bonne gestion des intérêts généraux du pays dans les principaux domaines de la vie nationale et dans le cadre d'une intégration régionale ambitieuse et novatrice. Susciter l'adhésion et l'engagement enthousiaste des citoyens en leur offrant le privilège d'une souscription financière, d'une participation financière massive à ce programme de rénovation dont ils sont inspirateurs et garants. Canaliser enfin cet empire des consciences en favorisant, vous ne serez pas surpris, l'émergence d'une vraie chaîne de prière interconfessionnelle, de jeûne et d'aumône pour obtenir ensemble la grâce d'un gouvernement avant tout préoccupé du bien commun et du salut public, dirigé par un président, écoutez-moi bien, dirigé par un président préparé pour cette fonction, préparé pour cette fonction. Répondant aux nécessités du moment et ayant la crainte de Dieu. Un président préparé pour cette fonction, répondant aux nécessités du moment et ayant la crainte de Dieu. J'ai eu le privilège d'accueillir un certain nombre de candidats avec qui j'ai échangé sur les préoccupations d'intérêt national, largement octogénaires aujourd'hui, en sursis, n'ayant d'autres soucis que l'encouragement des plus jeunes à servir le bien commun. J'ai conseillé en toute sincérité tous ceux qui ont bien voulu se confier à moi. Il m'a été également donné de lire et d'apprécier les quelques projets de société soumis à mon attention. Que toutes ces personnalités qui ont bien voulu me gratifier de cet honneur soient remerciées. Ici, qu'il s'agisse de Daniel Eda, d'Emmanuel Golou, de Bertin Corvi, de Fernand Amoussou, d'Éric Houndete, de Robert Guignan, d'Abouraï Biochanin, de Sébastien Adjavon ou de Pascal Koupaki. Tant pour la noblesse de leurs intentions, pour notre patrie commune, que pour la qualité des documents élaborés qui dénotent une parfaite maîtrise des problèmes du pays. Tous ces textes dont j'ai pris connaissance se caractérisent par une constante. Leur fibre patriotique qui vise à sortir le pays de l'ornière. Quant aux remèdes préconisés, ils varient d'un candidat à l'autre et c'est sur cette base que l'appréciation peut se faire. Je considère pour ma part, avec beaucoup d'intérêt, celui de la nouvelle conscience qui sera publié la semaine prochaine, parce que je l'ai eu avant. Je l'ai lu. J'ai contribué à critiquer et ce qui m'a été remis me permet de vous dire que le contenu, après examen
minutieux, répond à l'essentiel de mes préoccupations et car il s'apparente à celui de la conscience en action. Les responsables du mouvement Ensemble pour notre cause commune l'ont fortement recommandé à mon attention et je vous le recommanderai à mon tour comme base de discussion et de convergence. Je dis bien comme base de discussion et de convergence. Je reviendrai dessus tout à l'heure. En y trouvant une heureuse similarité avec certaines des propositions avancées par Abdoulaye Biochadeh, dont les idées et les solutions préconisées, notamment sur l'emploi, l'agriculture et l'énergie, doivent retenir l'attention de tous. Il m'apparaît que le document présenté par Pascal Koupaki a un caractère pédagogique efficace et ce candidat a vu juste en voulant d'abord camper l'action politique dans son fondement éthique, car le mal dont souffre la démocratie béninoise réside d'abord bien là. De mon point de vue, il sera difficile, voire impossible, de sortir notre pays du persistant marasme dans lequel il paraît s'enliser, à moins d'un réarmement moral du citoyen béninois, condition primordiale du changement de mentalité et de comportement. Les préoccupations majeures qui animent la plupart des Béninois et que je fais également miennes se retrouvent en bonne place dans ce projet de nouvelle gouvernance. Les grands problèmes de société qui agitent le monde n'y sont pas occultés, dont notamment la famille, qu'il nous faut promouvoir et protéger. Il en est de même des ravages de l'aveugle terrorisme endeuillant l'Afrique et le monde, sujet pour lequel notre pays, le Bénin, heureusement, se signale à l'attention de la communauté internationale en proposant une initiative africaine d'éducation à la paix par le dialogue interreligieux et interculturel. On en reparlera. Ces idées m'intéressent, m'interpellent et font que je ne saurais rester plus longtemps indifférent à ce que j'ai lu de mes yeux. Elles offrent l'avantage d'une base de discussion et de convergence pour les grandes réformes à engager pour sauver le Bénin. Je suis sûr qu'Abdoulaye Biochadeh et d'autres candidats qui se sentent proches de cette vision chercheront à se retrouver pour fédérer leurs énergies dans un programme consensuel enrichi des apports des uns et des autres, un attelage de gouvernance concerté pour gérer efficacement une transition de redressement national. Cela peut s'inventer au Bénin. Mesdames et messieurs, je veux ajouter un témoignage, car j'ai souvent rappelé et répété cette observation amicale d'un ambassadeur européen, une femme d'ailleurs, en fin de mission chez nous et déplorant certains dysfonctionnements qui l'ont gêné dans son travail. Je la cite. « On a du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. » Je répète, on a du mal à faire confiance à quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Cette confidence m'a troublé. Et j'en ai parlé dans plusieurs occasions. Or, par expérience, nous savons tous dans cette salle et à deux dehors que Pascal Koupaki, c'est tout le contraire. Il nous rassure absolument de ce point de vue. Alors, avec lui, entrons dans la culture de la ponctualité. Entrons dans la culture de la ponctualité. Monsieur le ministre Poyo est là. Il a fait un article le 10 avril 1995, je crois, pour nous dire la valeur du temps, l'art de gouverner avec le temps. Mais c'est extraordinaire. Le temps est une richesse.
nous le gaspillons. Koupaki me donne l'assurance qu'on peut entrer avec lui dans la culture de la ponctualité, du temps bien géré, de la richesse du temps bien étudié, bien mise à disposition du citoyen. Alors entrons là, dans cette culture, ouvrons-nous nous-mêmes la route de l'espérance et précisons notre parcours, tout en plaidant pour davantage de retenue et de circonspection dans ces joutes électorales. Je déplore les excès de langage qui ont par moments vicié l'ambiance et ont pu, d'une manière ou d'une autre, porter préjudice à des candidats. J'encourage par la même occasion tous ceux qui, de par leur hauteur d'esprit, se sont élevés au-dessus de la mêlée à se maintenir ainsi, car une fois les élections terminées, nous allons tous devoir nous retrouver pour nous atteler à l'œuvre de redressement nécessaire. Chers amis, où voulons-nous donc aller? En observant, en écoutant, en étant sincère avec ma propre conscience, je crois pouvoir dire que la volonté profonde, réelle de l'immense majorité des Béninois est 1. D'échapper à l'exploitation de leur pauvreté par la prise en otage à travers l'argent de la servitude. 2. Que la Cour constitutionnelle éclaire la nation en prescrivant aux hommes de l'économie la juste orientation de leur implication dans la gestion des affaires de ce pays, les conduisant à se situer dans ce que j'appelle l'honorable refus de la perfide confusion des rôles et des intérêts. Je les situe à ce haut niveau-là, l'honorable refus de la perfide confusion des rôles et des intérêts. Troisième élément de ma grande préoccupation, que la fonction publique, premier instrument d'action du chef de l'État, sorte de l'enfer têtu des concours frauduleux. On ne peut pas pardonner ça, car la fonction publique, c'est le bras d'action du chef de l'État. Il est le président de la fonction. Il ne peut agir que par ce personnel-là. Si ce personnel est recruté sur des bases négatives, infernales, c'est foutu. C'est grave. Les auteurs sont connus. Les auteurs sont connus. Ils tiennent à se maintenir, puisque après nous, c'est nous. Perpétuant ainsi le mal de la gangrène sociale. Qu'aucun candidat ne doit se trouver dans une situation de contradiction et de confusion des intérêts privés ou publics, nationaux ou étrangers, pouvant porter atteinte à la souveraineté nationale, nuire au développement des populations et à une intégration régionale impérative. Nous sommes voisins du Nigeria, nous n'oublions jamais, ne faisons rien qui gêne quoi que ce soit dans nos rapports avec ce pays-là et les autres. Nous sommes dans une CEDEAO active, importante, qui veut une monnaie. Attention. Je continue. Un de nos grands soucis, que tout candidat doit répondre à nos exigences de culture vivante. Comprendre et parler au moins une langue du terroir.
respecter, attention, respecter rigoureusement notre Constitution en ce qui concerne la protection de la famille et ne prendre sur ce sujet capital aucun risque pouvant faciliter toute vicieuse propagande extérieure nuisible à l'équilibre social béninois et africain. Ce sont là, mes amis, quelques repères essentiels sur lesquels le silence de tout responsable devient complicité. Complicité dans la trahison de nos valeurs, de notre culture, de nos chances d'authentique développement. Nous devons entendre sur ces sujets toutes les voix. Toutes les voix. Nous devons prendre nos responsabilités et les faire connaître publiquement. Loin de nous la volonté de ne pas reconnaître les efforts accomplis. Il y a des ministres ici. J'ai été médiateur. Nous avons travaillé. C'est vrai. Mais nous avons pu aussi commettre des erreurs. Nous avons fauté. Qu'est-ce que ça nous coûte de demander pardon? Quel coup l'a fait? Loin de nous, donc, la volonté de ne pas reconnaître les efforts accomplis, les succès enregistrés. On les a énumérés en de nombreuses circonstances. À ce propos, un article du journaliste Angelo Dosumo, je ne le connais pas, paru dans Fraternité du 9 décembre 2015, a retenu toute mon attention. Mais il s'agit aussi d'être entièrement vrai, complet. Il s'agit simplement d'être honnête. Je l'ai dit, le peuple béninois sait pardonner largement. De là où il vit et rayonne désormais, Mathieu Kérékou le sait et l'apprécie pleinement. Il a eu l'intelligence et il a obtenu la grâce de l'humilité. Il a eu l'intelligence et il a obtenu la grâce de l'humilité. Nous voici donc à un moment de relance et de renouvellement. Le rassemblement pour la nouvelle conscience nous en offre la chance. Je nous invite à la saisir. Béninoises, Béninois, avec chacune et avec chacun, j'ose invoquer mon grand âge, on l'a rappelé, 87 ans bientôt, pour solliciter votre indulgence qui me permet, comme au terme de la conférence nationale, de faire résonner notre voix commune. Nous en appelons respectueusement et fidèlement à l'inoubliable souvenir de Monseigneur Isidore de Souza. Nous en appelons à l'engagement et à la mémoire des présidents et tous autres respondateurs du précieux héritage que demeure notre renouveau démocratique. Nous supplions, Monsieur le Président de la République, qu'il n'est pas un chef de parti et que ses hautes fonctions et responsabilités constitutionnelles élèvent au-dessus de toutes intrigues ou manœuvres obscures, le situant au sommet du rigoureux discernement qui fait de lui notre guide pour l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie. Nous en appelons à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et à chaque membre du Parlement, tous responsables individuellement et collectivement de l'unité, de la souveraineté et de l'indépendance de la nation. Nous adjurons, Monsieur le Président et les membres de la Cour constitutionnelle, porteurs de l'immense et très haute charge d'assurer notre fidélité absolue à la lettre et à l'esprit de la loi fondamentale. Nous voulons faire confiance
à tous les présidents des autres institutions, à monsieur le médiateur de la République et à monsieur le haut-commissaire à la gouvernance concertée. Nous exprimons notre vigilance sincère, tout particulièrement au président et aux membres de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dont nous savons la tâche spécialement délicate et périlleuse, et que nous encourageons avec Stanislas Poyon, qui a écrit tout à l'heure, à nous faire bénéficier au Bénin de l'effet Caboret, on en parlera encore. Nous interpellons respectueusement le président et chaque membre de la conférence épiscopale du Bénin, les hauts responsables de la communauté musulmane, des autres confessions religieuses et de nos religions traditionnelles, l'ensemble des membres du cadre de concertation des confessions religieuses, les porte-voix au Bénin de Religion pour la paix. Nous en appelons à chaque président ou secrétaire général de parti politique, à chaque syndicat, aux éducateurs, à toutes femmes et tous hommes de bonne volonté rassemblés au sein de ce que nous appelons la société civile. Nous sollicitons le regard fraternel de nos partenaires de la CEDEAO, du Nigeria au Sénégal, de l'attention vigilante de l'Union africaine aux Nations unies. Nous disons notre confiance et notre gratitude constante. Enfin, nous sommes sincèrement reconnaissants pour les interrogations lucides et généreuses venant de partout, et notamment de la France d'Aimé Césaire, de Francis Aupier, de Stéphane Hessel, qui nous enjoignent de nous indigner. Indignez-vous, nous lance Stéphane Hessel. Et donc, à tous et vers tous, nous crions notre inquiétude d'un danger majeur en ce Bénin, soudain devenu sans boussole. Pourtant, n'exagérons rien. Je n'entends pas sonner le glas. Mais c'est une clameur. C'est le jaillissement d'un immense cri de ralliement, nous appelant à un véritable sursaut patriotique. Priorité donc à la convergence autour d'un projet de société garantissant le respect de nos valeurs communes et l'assurance de notre développement solidaire fondé sur le travail et l'engagement citoyen. Prenez, dès que ce sera disponible, et je pense qu'ils m'ont dit à la fin du mois, prenez et lisez attentivement le très méthodique plan de travail de nouvelle gouvernance que nous propose Makandjou Pascal Irénée Koupaki. Et vous comprendrez aisément l'heureuse opportunité offerte d'un choix judicieux, le choix qu'à mon avis, la raison nationale suggère. Chers compatriotes, marchons au combat de la victoire sur nous-mêmes. Osons transformer le Bénin, ensemble debout, pour célébrer l'aube nouvelle. Mesdames